Bonjour à tous, Monsieur le Président de la SOMED, chers invités, chers étudiants, chers professeurs, et au nom de toute la communauté de l'Université internationale de Casablanca, je voudrais remercier Monsieur Tarafa Marouane d'avoir accepté notre invitation pour s'adresser à vous aujourd'hui sur un thème qui vous tient à cœur et qui nous tient, nous tous, bien sûr, à cœur, et qui est comment réussir son parcours professionnel. Avant tout, je voudrais vous présenter une courte biographie de M. Tarafa Marouane. M. Marouane est diplômé de l'École centrale de Nantes, titulaire d'un DEA en génie mécanique et d'un MBA de l'École nationale des ponts et chaussées. Après avoir débuté sa carrière à Autohol, M. Marouane était nommé à la direction commerciale de Cosumar, puis à la direction RH du groupe ONA. En 2004, M. Tarafa Marouane a rejoint Sopriam en tant que directeur général adjoint, puis il a été nommé directeur général adjoint de Sonacid jusqu'en décembre de décembre 2007 jusqu'à octobre 2010. M. Tarafa Marouane est aujourd'hui le PDG de SOMED. Comme vous le savez tous, SOMED est notre partenaire pour la création de ce beau projet qui est le projet de l'Université internationale de Casablanca. Donc, s'il vous plaît, au nom de toute l'université, je voudrais que vous vous rejoigniez à moi pour remercier M. Tarafa Marouane d'être parmi nous aujourd'hui et de lui souhaiter la bienvenue. M. Marouane, à vous la parole. Bien, bonjour à tous. Il m'est aujourd'hui très agréable d'être parmi vous. D'abord à plusieurs titres. Une rencontre toujours avec des jeunes étudiants est un moment de fraîcheur et de plaisir, mais également parce que j'ai participé avec les autres actionnaires que sont lauréates, donc à créer ce projet d'université privée, donc qui est, je veux dire, l'une des premières universités privées, parce que Rabat n'est pas privée, sachant qu'elle est à 90% publique. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est un projet entrepreneurial, parce que c'était une première pour essayer de le faire tel qu'on a voulu le faire, et qu'ensuite on aurait pu, en tant que SOMED, comme les d'autres investisseurs, aller faire un projet immobilier et ne plus en parler. Or, c'est pas du tout ce qu'on a voulu. C'est un projet pour nous et qui conforme un peu aussi aux attentes des actionnaires de SOMED, où l'État marocain est présent, mais également la SNI, d'autres investisseurs émiratis. Et le fait a toujours été de vouloir investir dans des projets structurants. Et je pense que l'éducation est ce qui aujourd'hui est vraiment nécessaire dans notre pays, parce que sans investissement dans l'éducation, on ne développera pas le Maroc. L'autre secteur, qui est un secteur aussi qui est fort intéressant pour l'économie du pays, enfin et pour le pays, c'est la santé. Donc s'il y a deux domaines dans lesquels nous n'avons pas fait des progrès significatifs sur ces 50 dernières années, c'est effectivement l'éducation et la santé. Donc nous avons choisi l'éducation pour commencer. Alors, comme on a eu cette discussion donc, sur ce que je pourrais dire également donc, à des jeunes qui démarrent, sachant qu'au-delà de président de SOMED, je suis président académique, c'est ça, je suis toujours président académique, parce que je n'avais pas mentionné de l'UIC. Alors, je vais un petit peu commencer par vous parler donc d'objectifs d'un parcours professionnel, en disant un petit peu quels sont ceux dont on ne vous parle pas un petit peu au niveau des formations universitaires. Alors, c'est plus académique. On parle donc du savoir en général, de l'acquisition de connaissances techniques.
Mais, et c'est normal, c'est pas aussi le rôle tout à fait de l'université, bien que toutes les universités devraient s'y pencher, c'est les soft skills. Les soft skills, c'est un petit peu quels sont les comportements. Parce que, au Maroc, on a souvent pas fait la différence entre l'éducation et l'instruction. L'instruction est une chose, donc c'est une acquisition de connaissances, et l'éducation, c'est une acquisition de comportement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du marché de l'emploi, donc ce que vous pouvez un petit peu entendre, on va dire que les entreprises boudent un petit peu les universités. Peut-être parce que des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, elles contribuent à former les étudiants à travers des stages, mais à travers aussi du coaching, du mentoring sur ces soft skills. Alors, je vais commencer d'abord par, vous avez présenté mon parcours, mais je vais vous présenter mon parcours différemment. Je vais vous présenter mon parcours d'élève et d'étudiant pour voir un petit peu aussi comment j'ai pu gérer mon parcours professionnel. Le but est de vous donner juste, c'est un exemple, donc j'ai eu l'occasion de le faire il y a 3 semaines à l'université Hassan II. Alors, je veux dire, pour devenir président de SOMED, donc j'ai été toujours premier de la classe et voilà, j'ai fini par être président. C'est ce qu'on aime dire. C'est totalement faux, bien entendu. Donc, en fait, mais pour vous dire que dans un CV, c'est important, il y a toujours des connexions. Quand vous aurez quelqu'un en face de vous qui fera un entretien et qui ira sur les parcours, sur vos expériences, sur votre parcours scolaire, il y a toujours un lien quelque part. Alors, je m'explique. Bon, moi l'école, la maternelle, quand j'ai commencé, donc je me rappelle de la maternelle parce que c'est important, qu'est-ce qu'on peut apprendre en maternelle? Je pense qu'en maternelle, ce que j'ai essentiellement appris, c'est le rêve. Le rêve, pourquoi? Parce que c'était 69, 70, et dans toutes les écoles à l'époque, vous savez ce qui s'était passé, donc l'homme avait atterri sur la Lune. Et c'était quelque chose, je pense, qui faisait rêver tout le monde, y compris les enfants. Bon, j'ai fait un bon primaire, mais primaire, ce que je retiens du primaire, c'est surtout les valeurs que m'ont inculquées mes parents, qui sont des enseignants, et surtout les instituteurs. Malheureusement, l'école aujourd'hui est ce qu'elle est, mais les valeurs, en général, les grands principes qui guideront votre vie, souvent, c'est, on vous dit, m'rabbi ou la m'rabbi, mais souvent, ça revient au primaire. Le collège, c'est un peu l'adolescence. Je n'ai pas fait un très bon collège, il faut le dire. Bon, j'ai continué quelques matières pas très très bonnes, d'autres bonnes, mais au collège, c'était surtout le sport. Mais le sport aide dans la compétition, donc ça donne un esprit de compétition. Ça aide à construire un esprit de leadership. Et puis le lycée, ça a été plus pour moi un parcours intéressant sur plutôt je veux dire, ce qu'on étudie le plus, c'est l'histoire, c'est les sciences sociales, la culture générale et surtout la vie associative en étant délégué du lycée, en assistant au conseil d'administration du lycée. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. La prépa, c'est un peu pauvre sur un plan intellectuel, je vous dis parce que les gens disent prépa. Mais intellectuellement, ça reste pauvre. On fait des maths, de la physique pour intégrer une école, mais ce n'est pas les plus belles années. Alors les plus belles années, c'est après, c'est l'université, l'école, parce que bon, on peut sécher les cours d'amphi tranquillement, on peut faire les soirées, rattraper le retard qu'on a eu, mais voilà. Mais quand même, il faut assister au TP, au TD. Je ne sais pas quel est... Désolé de vous dire, mais je m'engage à dire la vérité, je ne vais pas dire... je dis un peu tout. Voilà, donc ça a été un peu le parcours. Alors, où ça se retrouve? Ça se retrouve dans les CV. Quand quelqu'un, dans un CV, ne fait pas de sport, on se demande... bon, alors s'il a fait un sport individuel, on va tout de suite dire, bon, c'est quelqu'un qui est individuel. S'il a fait du sport, de toute façon, il a un esprit de compétition. S'il n'a jamais eu de vie associative, ça se voit aussi. Il n'a jamais géré de BDE, il n'a jamais participé à n'importe quel événement, il n'a jamais ramassé de l'argent pour une compétition ou pour organiser un événement. Tout ça est important. Parce que ce qui fera la différence quand vous êtes diplômé, bon, dans un entretien de recrutement, on ne va pas vous dire, bon, vous avez fait une école d'ingénieur, je ne sais pas, parlez-moi de la résistance des matériaux. Ou vous avez fait de la comptabilité, on va vous dire, bon, alors...
Parlez-moi de la comptabilité générale ou de la fiscalité. Donc, c'est pas ce qu'on cherche, parce qu'on sait que logiquement, si vous avez un diplôme, c'est que vous avez cette acquisition de connaissances est faite. Par contre, c'est ce qui fait la différence entre vous et les autres. Et ça, c'est votre personnalité. Et c'est ça qui est vraiment important dans un entretien de recrutement. Alors, j'ai parlé du parcours. Je vais d'abord vous parler ensuite, avant de commencer, sur le contexte. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte, vous avez pu le remarquer, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on est d'abord dans une économie globalisée. N'importe quel impact touche quotidiennement, ce qui était contraire dans les années 70, 80, même début 90. Mais aujourd'hui, la moindre incidence d'un facteur économique quelque part a une incidence qui répercutait automatiquement dans une entreprise, mais même dans un service. Ah, vous le savez, vous avez le cours du baril qui oscille. Demain, vous avez un coût, vous gérez le service transport. Je veux dire, bon, voilà, vous avez l'impact dans les jours qui suivent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la décompensation. Alors, c'est ce qui change l'économie marocaine aujourd'hui par rapport à avant. Avant, on était dans un système clos. Donc, quand on est dans un système clos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, on ne faisait pas de ressources humaines, on faisait de l'administration du personnel, des services. Avant, c'était des services du personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la paie et la mutuelle. Et donc, on n'avait pas besoin on travaillait dans un cadre très, très protégé. On n'avait pas besoin de talent, à la rigueur. Voilà, vous êtes satisfait, ben c'est comme ça, vous n'êtes pas satisfait, et on reprend quelqu'un et ça marchera. Alors, depuis la libération de l'économie, aujourd'hui, non, le nerf de la guerre, ça reste les hommes. Parce que, enfin, les femmes et les hommes, bien entendu. Hein, donc, c'est ce qui fait la différence, en général, c'est le capital humain. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez aujourd'hui demander un financement pour relancer une usine, vous allez le faire. Il n'y a pas de problème, vous aurez le financement. Vous pourrez construire une usine en un temps record, d'ailleurs l'université en 12 mois. Là, par contre, il va la remplir d'étudiants. Mais je disais, donc, quand vous investissez, vous avez le financement, vous pouvez acheter une usine clé en main, mais pour recruter les bonnes personnes, vous pouvez mettre des fois 5 ans. Et aujourd'hui au Maroc, compte tenu aussi de la problématique du système éducatif, c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on demande en général? Parce que ce qu'on ne dit pas, malheureusement au niveau des universités, hein, je parle des universités en général, hein, j'espère que c'est fait ici, c'est qu'on ne parle pas de soft skills. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est une acquisition des langues. Et ça, je vous invite à le faire, même tout seul chez vous. C'est qu'il faut c'est normal, on vous juge. Vous arrivez, vous dites, quel que soit le diplôme que vous avez, la première chose sur laquelle on va interagir, c'est sur votre premier mail, ou à l'époque c'était la première note. Bon, il s'est rédigé ou il ne s'est pas rédigé. Donc, il s'est communiqué ou il ne s'est pas communiqué. Ça, c'est important. Une deuxième langue est vivement souhaitable parce qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires. J'ai dit, on est dans une économie globalisée, donc il y a des rapports en anglais, mais il y a des partenaires aussi qui vont vous écrire en anglais. Donc les langues sont importantes. La deuxième chose, c'est votre capacité à vous intégrer rapidement au niveau de l'entreprise et à comprendre quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux de l'organisation de l'entreprise, mais quels sont aussi vos enjeux à vous personnels. Et comment matcher les enjeux personnels aux enjeux de l'entreprise. Alors, de là, donc j'ai parlé un peu du contexte sur le plan RH, de ce qu'on recherche. Alors également, donc l'évolution principale en termes de RH, c'est qu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui de plus en plus, dans les groupes structurés, une politique de ressources humaines. Alors, c'est quoi une politique de ressources humaines? C'est, bien entendu, d'abord une automatisation des tâches, mais avec des fonctions assez précises. Donc le recrutement est professionnalisé. En fait, on ne recrute pas n'importe comment. Donc on recrute dans chaque entreprise, suivant des critères bien précis, suivant une procédure bien précise.
Pareil, la rémunération. Donc, la rémunération, on ne rémunère pas comme ça à la tête du client. Donc, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, donc il y a une rémunération structurée enfin, une société structurée, une rémunération et un process qui est assez précis, où on fait du benchmark par rapport à ce que font les concurrents, par rapport au marché, par rapport à une équité interne. Et c'est comme ça qu'on fait des propositions de salaire. Et ensuite, il y a du variable, donc de plus en plus. Parce qu'au Maroc, malheureusement, on a un code du travail qui n'est pas assez souple, qui est plutôt rigide. Ça, vous le comprendrez parce que quand vous vous marierez et quand vous travaillerez, vous comprendrez qu'il est plus facile de divorcer de son conjoint que de se séparer de son salarié. Donc voilà, c'est... Alors, on va commencer réellement avec une petite interro. Donc j'ai ramené avec moi une petite interro, donc comme on est à l'université. Mais voilà, pour vous dire réellement les choses, donc il y a quelques questions auxquelles vous devez vous préparer vous-même, bien sûr avec les profs, mais aussi avec un mentor, sur vos entretiens de recrutement. Je cite juste quelques questions auxquelles vous aurez, j'en ai pris quelques-unes. Hein, alors souvent on va vous dire quels sont vos points forts, quels sont vos points les plus faibles. Alors à cette question, souvent, quand on la pose, parce que n'importe quel responsable RH va vous la poser, souvent, les gens, ce qui est grave, c'est de ne pas connaître ses points forts, et souvent, on ne connaît pas ses points forts, et on dit on n'a pas de points faibles. Et on démarre. Donc là, évitez de... on a toujours, et je veux dire, quel que soit l'âge, je veux dire, il y a un ADN, il y a des choses qu'on sait bien faire, personne n'est parfait, et il faut savoir qu'on apprend toute la vie, qu'on doit s'améliorer tout le temps. Alors, et souvent quand on vous dit qu'est-ce qui vous motive à venir travailler chez nous, puis disent les autres, est-ce que vous avez 4 semaines de congé ou 3 semaines? Donc, si vous commencez comme ça, mais c'est vrai, hein, je vous dis, bon, je fais un peu l'exercice sur le bac. Vous savez, des fois sur YouTube, vous avez les plus mauvaises questions sur les bacs, donc je vous le dis quand même, mais ça arrive. Donc en général, ce qui vous motive, c'est que c'est soit le secteur d'activité de l'entreprise qui vous motive, c'est soit parce que c'est une entreprise qui attire des talents, c'est parce qu'elle innove, parce que vous vous intéressez à l'export et que cette entreprise exporte. Donc c'est réellement pour développer votre portefeuille de compétences. Et parce que vous avez une motivation réelle, c'est quelque chose qui va permettre d'être un important passage dans votre parcours. Alors, où vous voyez dans 5 ans et dans 10 ans? Souvent on dit, d'abord, moi je cherche du travail aujourd'hui, on verra dans 5 ans. Non. Si vous n'êtes pas capable de vous projeter, ça veut dire que vous n'avez aucune vision d'un parcours professionnel et vous êtes juste là parce que vos parents vous ont demandé de travailler ou parce que vous cherchez un salaire. Alors souvent on dit, je veux la stabilité. Non, mais stabilité, le travail, c'est pas stable en ce moment. Hein. Dans toutes les entreprises du Maroc, je peux vous assurer que c'est pas stable. Alors, question intéressante aussi, pourquoi voulez-vous quitter votre employeur? Et là, les gens souvent ont du mal à répondre à cette question, parce que bon, quand on quitte, bon, forcément, si c'est un mauvais choix, c'est vous qui l'avez fait au début, mais il y a toujours une part aussi, je veux dire, de responsabilité qui est la vôtre. Mais je veux dire, la réponse logique est de dire que ça ne cadre plus avec mon parcours professionnel, ou parce que j'ai envie d'évoluer, ou parce que j'ai envie de faire autre chose, que je souhaite quitter l'entreprise. Enfin, je ne vous donne pas, c'est pas toutes les réponses exhaustives, mais c'est juste pour vous dire un petit peu. Alors, êtes-vous disposé à déménager? Ça, c'est une question au Maroc qui n'est pas du tout évidente. Parce que tout le monde veut rester à Casablanca. Et on a du mal, je veux dire, sur le recrutement. Donc, j'ai été DRH du groupe ONA. Alors, je ne parle pas de l'Afrique encore, hein, parce qu'on va y venir, mais je parle rien que du Maroc. Dès que Casablanca, déjà, Rabat. Bon, Rabat, comme il y a eu la navette avec le train, ça commence à être négociable. Donc, on est un peu plus flexible sur Rabat. Quand vous dites Oujda, plus personne. Quand vous dites, j'ai pris l'exemple d'Oujda, on a une entreprise là-bas, et même pour trouver des fois un directeur général pour y aller, c'est pas évident. Alors, ce que je veux dire par là, on peut le comprendre à un certain âge. Mais pour les jeunes, il faut dire qu'il y a des opportunités et il faut savoir les saisir. Et ce qui est important quand on est jeune, c'est la mobilité. Donc si on recrute un jeune, c'est pour sa mobilité.
souvent. Mais la mobilité vous permet aussi d'avoir plus de responsabilités ailleurs, de faire ce que vous ne pourrez pas faire ailleurs. Alors si je dis l'Afrique, ça c'est plus loin que le Walida, pas de couscous le vendredi, la tante, l'oncle, donc c'est compliqué. Mais je veux dire, voilà, on ne partira pas en Afrique si les Marocains ne partent pas travailler en Afrique aussi. Hein. Donc c'est une problématique qu'ont connue certaines entreprises. Mais il faut le faire. Par contre, ce qu'il faut négocier, je dis c'est la mobilité, parce qu'on peut le faire à 25 ans, on peut le faire à 30 ans, on aura du mal à le faire à 35 ans. Mais choisissez dans un parcours pour démarrer, pour avoir plus de responsabilités, et parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas de contraintes familiales, essayez dès le début de partir plus tôt vers des zones, enfin, soit au Maroc, dans des régions où on vous confiera de toute façon le fait de partir, ne pas être dans un siège, fait que vous aurez plus de responsabilités. Mais le deal est toujours de dire, je pars 3 ans et je reviens et après j'ai quoi. Voilà. Mais au moins d'accepter d'aller 3 ou 4 années. Alors oui, comment avez-vous pris connaissance de votre offre d'emploi? Alors là, souvent les gens sont tuyautés de l'intérieur de l'entreprise, on leur donne le formulaire et on leur dit, ils ne le disent pas, ce qui n'est pas honnête. Alors souvent, il m'est arrivé dans une entreprise ou deux de trouver ça et de licencier la personne quand il l'a écrit. Parce que le contrat de travail, à la base, c'est un contrat de confiance. Donc vous ne pouvez pas commencer, surtout s'il y a eu des délits d'initiés sur le poste ou sur la fonction, donc vous ne pouvez pas commencer un contrat de travail, qui est essentiellement la base, c'est un contrat de confiance, sur un mensonge. À la rigueur, si vous le savez, vous le dites, il n'y a rien à cacher. Oui, je l'ai su par un tel qui travaille, et voilà, le poste m'intéresse, et au contraire, je veux dire, aujourd'hui, dans un entretien, ça vous élève plutôt que de vous abaisser. Alors, qu'aimeriez-vous réussir les 30, 60, 90 jours? Alors, il faut faire attention à ça dans la rédaction des CV, parce que souvent, on reçoit des gens avec des CV, et ils mettent 6 mois, déploiement d'un plan stratégique, réalisation d'une part de marché de temps. Donc, les gens mettent des choses qui ne peuvent pas se faire en 6 mois, qui ne se font pas en 1 an des fois. Et surtout quand ils sont débutants. Donc soyez toujours sincères et réels, parce que c'est vérifiable. On va vous dire, bon, vous avez déployé quoi, je sais pas, j'ai lancé un produit. Vous avez lancé un produit, bon, pour lancer honnêtement un produit, donc on vous a appris donc lancement, croissance, développement. Donc vous le savez bien, vous ne pouvez pas dire j'ai réussi le lancement en 1 année. Vous pouvez dire à ce stade, en 1 année, on a pu atteindre telle chose. Mais ce n'est pas complet. Donc il faut chercher en général à être complet dans ce que vous dites et à être factuel. Alors décrivez-vous. Alors ça c'est aussi un exercice difficile, parce que souvent, à l'école, à l'université, on vous a donné des notes sur des devoirs. Bon, c'est nécessaire, c'est vrai, pour l'instruction, mais pas pour l'éducation. Donc décrivez-vous, c'est un exercice qu'il faut faire. Donc, et ça, je vous invite parce que, bon, culturellement au Maroc, on est éduqué avec des standards où on n'est pas libre, où on ne peut pas crier si on a envie de crier, ou si on fait quelque chose, c'est pas dans les normes, donc c'est pas bien. Donc ça, je vous invite tout simplement, le meilleur exercice, c'est d'abord de demander à ceux qui vous connaissent les mieux, donc vos parents, pour commencer, vos profs, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, et aussi vos camarades. Ils vont vous donner en fait exactement ce qui va bien chez vous et ce qui ne va pas. Parce que souvent, bon, ça arrive même même aux grands patrons souvent. Hein. Donc, moi, j'ai ramené quelques collaboratrices. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'on a une perception de nous-mêmes qui fait qu'on se voit comme on se projette, mais qui n'est pas souvent la vraie image. Donc, il faut toujours corriger en fonction des autres. C'est la perception des autres qui est importante. Surtout quand vous arrivez dans une entreprise, bon, à la rigueur, c'est ce que je dis, vous prenez quelqu'un qui a fait une grande école et qui veut faire de la stratégie ou de la restructuration. S'il se plante sur un tableau Excel, c'est pas grave, ça coûte pas de l'argent, ça coûte une feuille. Par contre, s'il se plante dans une entreprise, ça coûte beaucoup d'argent.
Et souvent, ce qui n'est pas bon quand on travaille, quand on démarre ou quand on n'a pas la perception des autres, même quand on est expérimenté, c'est qu'on n'arrive pas à déployer. On n'arrive pas à déployer parce qu'on n'arrive pas à impliquer les autres, on n'arrive pas à motiver les autres, on n'arrive pas à travailler avec les autres. Et donc là, on n'y arrive pas. Alors, les quelques dernières questions clés sur les CV. Donc, quel est votre plus gros échec? Là, en général, ils disent non, j'ai jamais eu d'échec. Ah, mais vous n'avez jamais échoué? Non. Vous n'avez jamais redoublé? Non. Ça va rendre un truc très simple. Non. Vous n'avez jamais tenté de faire quelque chose sur laquelle vous avez... Non. Donc, faire attention, les échecs, on en a tous, on en connaît tous. Et ce qui est important, et souvent ce qui n'est pas fait, c'est qu'on n'apprend pas des échecs. Et souvent, quand on réussit, non plus, on ne sait pas pourquoi on a réussi. Des fois, on ne prend pas le temps de savoir pourquoi on a réussi. Quels sont vos objectifs de carrière? Souvent, les gens n'en ont pas. Donc, les gens qui démarrent disent, bon, aujourd'hui, on m'a dit de bosser, donc mes parents m'ont dit, il faut bosser, j'ai fait des études, je dois aller bosser. Et souvent, au Maroc aussi, culturellement, ça c'est tout le bassin méditerranéen, c'est toute l'Europe latine et aussi le Maroc, c'est grâce aux années glorieuses, grâce aux années glorieuses, mais aussi à l'éducation d'autonomie. C'est-à-dire que on pense automatiquement à avoir un salaire, un bureau et une voiture de fonction. L'entrepreneuriat, souvent, c'est pas quelque chose à laquelle on pense automatiquement. Alors l'entrepreneuriat, oui, il faut le tenter. Alors il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur, personne n'est né entrepreneur, mais on le devient. On le devient parce qu'on est capable d'abord, un entrepreneur est capable d'abord d'identifier une opportunité, il est capable de la saisir, il est capable d'acquérir des ressources et de savoir les gérer, mais il a surtout une forte motivation et un fort engagement et un goût du risque. Effectivement, si on n'a pas été dès le début autonome, dès l'éducation, dès l'enfance, avec des parents qui vous ont laissé autonome, ou qui vous ont encadré tout le temps, vous aurez du mal à être entrepreneur. Mais sur l'entrepreneuriat, je vous dirais juste, tout à l'heure je parlais avec Madame Alami, elle m'a dit qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Je vous donnerai juste 4 conseils. J'ai eu l'occasion à la CGEM également de travailler sur les startups, puisqu'on a sélectionné 10 startups au niveau de la CGEM que je vais accompagner pendant chaque temps que je suis membre, pendant une année, pour les aider à développer du business. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir au niveau de l'entrepreneuriat? N'oubliez pas, il y a 4 choses qui sont importantes. La première chose, et je vais revenir, c'est important même quand on travaille, c'est le réseau. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas la première commande, vous ne trouverez pas de financement et vous ne pourrez pas être accompagné. Donc, ce sont les 4 choses dont a réellement besoin l'entrepreneur. Parce qu'on a fait jeune promoteur dans les années 90, donc on a très peu de ressources et en même temps on est très diversifié. Et donc on a essayé de donner de l'argent à tout le monde. Ça a servi aux notaires et aux médecins et aux dentistes pour s'installer, c'est tout. Donc, parallèlement. Et ensuite, on a fait Muqawalati, mais Muqawalati, donc au Maroc, on fait les choses bien. On a pris donc des jeunes chômeurs, universitaires, et on leur a demandé d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Donc, vous imaginez la catastrophe. Bon, il est temps de terminer l'entretien et de passer aux choses sérieuses. Quelle question importante je n'ai, selon vous, pas posée? Alors, ça, c'est une question qui résume un petit peu l'entretien. Donc, en fait, si vous n'avez pas dit des choses importantes, c'est le moment de le dire, mais c'est aussi un entretien pour faire un bilan de l'entretien, bien entendu. Donc il faut saisir l'opportunité sur cette dernière question, de voir si vous avez mal répondu à une des questions, ou si quels sont les points forts sur lesquels vous voulez revenir, sur lesquels il est important d'insister parce que ça matche avec le profil recherché.
Et enfin, quelles sont vos questions? Il faut en avoir, hein, parce que sinon, vous arrivez, on vous dit, vous avez d'autres questions, vous dites non, non, tout est parfait. On se demande, on se dit, bon, celui-là, il cherche juste la stabilité, le boulot, le salaire. Donc, vous devez quand même avoir une zone d'intérêt au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que sinon, dans n'importe quelle entreprise, vous n'aurez pas eu de questions. Donc voilà. Alors pour conclure sur les entretiens, pourquoi j'en parle? Parce que c'est important. Vous allez démarrer d'abord par un entretien. Et ensuite, dans tout votre parcours professionnel, ça va être des opportunités, vous allez avoir des entretiens d'embauche. Donc si vous ne commencez pas, j'invite aussi l'université à le faire, c'est de passer du temps au moins et à faire aussi entre vous, hein, ça peut être un jeu de rôle, hein, il n'y a pas besoin de ramener de très très grands consultants, mais un bon RH qui vous consacre une après-midi, donc là j'en ai ramené 2 avec moi, elles peuvent le faire, donc, et consacrer une après-midi et faire avec vous un entretien, ne serait-ce que pour vous former, vous familiariser à la technique de l'entretien de recrutement, parce que c'est quelque chose que vous allez connaître. Et pour saisir une opportunité, à chaque fois que vous pourrez la saisir, vous aurez un entretien et ainsi de suite. Alors, en gros, si je résume sur les entretiens d'embauche, d'abord, il faut faire preuve d'honnêteté. Parce que, en général, un peu dans la culture au Maroc, on est un peu... Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc, ça, c'est pas grave. Dans un entretien, c'est pas bon, parce que si vous dites quelque chose et que vous restez 5 ans dans l'entreprise, on finit par tout découvrir. Hein. Si vous restez 10 ans, vous savez qu'au Maroc, tu vas dire qu'on est très fort, donc au bout de 2-3 mois, ils l'ont viré de cette boîte parce qu'il a fait ça, ça va très très vite. Hein. J'ai dit un mois, peut-être ça peut mettre des fois moins que... Donc voilà, il faut être honnête, parce qu'un jour ou l'autre, on connaît la vérité. Et puis un grand principe aussi, on ne peut pas rouler tout le monde tout le temps. On peut rouler peut-être dans un poste, mais dans le suivant, donc voilà. Il faut être précis, toujours, clair, factuel. Et ce qu'il faut apporter, c'est toujours souligner votre rapport à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Il faut toujours rester, bien entendu, courtois, respectueux, être élégant lors de l'entretien et ne pas être déstabilisé ni par l'agressivité du recruteur, parce que souvent il cherche à vous déstabiliser, donc il faut rester zen, ni par les moments de silence. Donc s'il y a des moments de silence qui vous sont opposés, vous opposez les mêmes moments de silence. Et il ne faut pas être déstabilisé par un moment de silence. Ou sinon, c'est pour vous permettre de rebondir sur un point sur lequel vous voulez insister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous perdiez la main, même si c'est l'autre qui dirige l'entretien. Voilà. Quels sont les arguments sur lesquels réellement, quand on n'a pas d'expérience, on peut se baser dans un entretien? Parce que vous n'avez pas de parcours. Alors, il ne faut pas revenir en disant « oui, j'ai fait de la résistance des matériaux, j'ai eu 17 un contrôle, c'est pas comptabilité analytique, j'étais le premier de la classe. » Alors, l'argumentaire, en général, doit être basé sur votre propre expérience, sur les stages que vous avez faits. Ce qui fera la différence entre vous, c'est certainement ceux qui auront fait le plus de stages, qui auront une vie associative et culturelle plus importante que les autres. C'est ce qui fera la différence dans un entretien de recrutement. Parce que ça se voit sur le vécu. Alors, qu'est-ce qui intéresse un recruteur? Qui intéressera toujours, au-delà du recruteur, celui qui vous gère, parce qu'il faut apprendre à gérer sa hiérarchie. D'abord, c'est votre personnalité. Je veux dire, si on ne se sent pas, on ne va pas travailler ensemble. Si vous avez des codes très différents, si vous avez un ego très développé par rapport à ce qu'il faut, donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. Donc votre personnalité, il faut argumenter sur la mobilité, il faut aussi sur votre capacité à vous adapter, l'adaptabilité est importante, mais également l'autonomie. Alors vous allez me dire comment on peut être autonome quand on débarque et qu'on est jeune dans une entreprise. C'est grâce au réseau. Pourquoi? Parce que vous avez celui qui va arriver, qui va être nommé, enfin qui va être recruté, qui va rentrer dans son bureau, qui va s'y enfermer, jusqu'au jour où on va lui dire « tu sors du bureau ». Donc en fait, quand on arrive dans une entreprise, il faut être d'abord curieux, et il faut voir tout le monde, il faut parler à tout le monde, et il faut se constituer un réseau. Et c'est avec ce réseau-là qu'on devient autonome.
Alors, qu'est-ce qui est aussi important en termes de compétences clés quand on recrute quelqu'un et ce qu'on cherche? Donc, principalement, je dirais, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la capacité à analyser. Donc, quand vous parlez, vous décrivez une situation, c'est la capacité que vous avez à l'analyser. C'est aussi, bien sûr, la capacité de synthèse, la capacité à conceptualiser quelque chose. Parce que c'est ce qu'on vous demandera souvent en entreprise. La capacité à mettre en œuvre, une fois que vous avez analysé, que vous avez fait la synthèse, que vous avez modélisé les choses, il faut déployer, il faut mettre en œuvre, il faut impliquer les gens, il faut fixer des objectifs, il faut planifier, il faut diriger. Et ensuite, la capacité à communiquer, parce que rien ne se fait sans la communication. Vous pouvez pas, si vous êtes le plus compétent du monde, enfin, je veux dire, la personne la plus compétente, si vous communiquez pas, ça c'est pas utilisable, c'est pas ça n'intéresse personne. Je veux dire, si vous en parlez pas, ça n'intéresse personne forcément. Et puis l'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est le fort engagement que vous avez à vous réaliser vous-même derrière. Donc c'est en fait le vrai moteur de la motivation interne chez l'individu. Alors enfin, dans le parcours, je les ai mis par ordre décroissant, ce qui est important d'acquérir et sur lequel, je veux dire, ce qui devrait guider votre parcours et développer également le portefeuille de compétences. Ce qu'il faudra chercher à faire, c'est avoir le sens des affaires. Le sens des affaires, c'est le sens, bien entendu, au sens entrepreneurial. C'est d'être capable de saisir des opportunités, de les identifier, parce qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il faut toujours des opportunités surtout, mais il faut saisir toujours la bonne. Et c'est tout ce que je disais sur l'entrepreneuriat, capable d'avoir un réseau, de développer dessus. C'est l'esprit de décision. Parce que vous avez des gens qui sont... Et souvent, c'est le fort des gens les plus calés. Des fois, les gens les plus calés qui ont fait les grandes écoles, d'ailleurs, comme les ingénieurs souvent, je suis ingénieur, hein, je vous le dis, ils ont l'esprit d'analyse, mais ils n'ont pas l'esprit de synthèse. Des fois, pour décider, ils vont rester enfermés comme s'ils faisaient une thèse. Sauf qu'en entreprise, on n'a pas le temps. En entreprise, des fois, il y a un concurrent qui débarque, il y a un produit qui est lancé, et on a besoin, ou même sur n'importe laquelle décision, on a besoin que la personne décide. Donc vous avez souvent des gens qui vont dire « Ah, il faut que je prenne le temps d'étudier ». Bon, on n'est pas dans un TD, et puis on n'est pas en train de réaliser une thèse. Donc il faut décider aujourd'hui. C'est sûr que dans 3 ans, tout le monde aura trouvé la bonne solution. Donc vous voyez bien, par exemple, quand vous voyez la course entre aujourd'hui l'iPhone et le Samsung, donc les décisions sont importantes parce que tout est une question de time to market. Et là, vous ne pouvez pas. Donc on ne prend pas le temps de... Donc le sens des affaires, l'esprit de décision, la faculté de motiver les autres. Si vous n'arrivez pas à motiver les autres, ou à développer les autres, ou à travailler avec eux, c'est un peu perdu parce que tout seul, vous ne faites rien. Donc sans une équipe, vous ne faites rien. Ça, il faut l'apprendre. Hein, ça... Puis si vous n'aimez pas vous entourer, les autres ne vous aiment pas non plus. Donc ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Il y a quelqu'un qui s'appuie sur la lumière. Alors l'intégrité, c'est ce qui suivra votre parcours. Hein, donc ça, je le dis toujours aux jeunes. Et puis les affaires, vous les voyez toujours sortir. L'intégrité, c'est important, l'intégrité. Parce qu'il suffit une fois quelque chose vous soit affecté sur le plan de l'intégrité et votre parcours est quelque part perdu. Alors je sais que les tentations sont fortes au Maroc, mais la culture a beaucoup changé, que ce soit dans le privé ou en administration. Et c'est une valeur très forte aujourd'hui sur laquelle vous devez construire votre marque, je dirais. La vision. Bon, c'est faux, les gens ne sont pas nés avec la vision. Donc la vision, c'est avec l'expérience, c'est avec le benchmark, les expériences vécues qu'on commence à établir des visions. Parce que c'est pas toujours évident, sans un parcours riche, d'établir une vision. La capacité à déléguer. Alors, pareil, ça c'est le problème des bons élèves qui restent bons élèves, parce qu'ils veulent tout faire tout seuls. Et bon, ça marche pas. Ouais. Pour faire un contrôle de maths, il n'y a pas de problème, tout seul, vous pouvez le faire. Bon, résoudre une problématique dans une entreprise, vous ne le faites pas seul.
Donc d'abord, la génération d'idées se fait en équipe et le déploiement se fait en équipe. Donc tous ceux qui veulent travailler tout seuls, qui ne veulent pas partager, ça ne marche pas dans l'entreprise. Bon, ça, c'est les gens qui ont fait prépa en général, et ça fait d'ailleurs de mauvais. Donc ils ont toujours l'idée tout seuls, ils veulent déployer tout seuls, et en général, c'est toute l'entreprise qui paye. La capacité déléguée m'a dit, la proportion a changé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde incertain. Donc, vous avez vu, on ne maîtrise pratiquement plus rien. Donc, le cours du baril, on ne le maîtrise pas. Le cours du dollar, personne ne le maîtrise. Pourtant, tout ça a un impact sur l'économie, un impact direct sur l'importation d'un produit que vous gérez. Et dans un monde incertain, ce qu'il faut par contre intérioriser, c'est la méthode d'approche sur tout ce qui est incertain. Mais il n'y a qu'une constante dans ce qui est incertain aujourd'hui en termes de management, il y a un invariable, c'est le réseau. Je reviendrai dessus pourquoi aussi c'est important. On vous jugera également toujours sur la qualité du jugement que vous avez. Est-ce que vous avez un jugement partial ou impartial? Ça, c'est aussi une question d'éducation et de maturité familiale au Maroc. On a tendance souvent à avoir les mêmes comportements qu'en famille. Donc on va se mettre quelqu'un sur le dos juste parce qu'il ne plaît pas aux copains. En entreprise, non, il faut tout ce qui est... Bon, je travaille avec des gens que peut-être je n'apprécie pas, mais je travaille avec eux. En tout cas, ils sont là, ils ont des compétences. Ça ne veut pas dire que je suis obligé chaque soir d'aller prendre un pot avec eux. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas, mais on est dans une entreprise et les gens sont là parce qu'ensemble, on a un portefeuille de compétences. On va puiser la compétence de la personne qui est importante là-dedans. Voilà. Bon, en plus, si on peut se faire si affinité est plus, on se fait plaisir. Voilà, mais voilà, pas plus. Une motivation forte pour la réussite. C'est clair, hein, si vous n'avez pas la motivation, la passion de réaliser des choses, c'est sûr que si vous-même vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas y arriver. Alors une conscience de l'organisation, de l'image de l'organisation que vous représentez, ça souvent on l'oublie, mais il faut la porter. Et ensuite les talents de planification, la faculté d'avoir une vue d'ensemble. Bon, ça c'est en dernier, mais la vue d'ensemble, je dis, c'est un peu comme la vision, ça vient avec un bon parcours. Vers la quarantaine, on commence à avoir la vision. Alors, pour acquérir ces compétences clés, alors je vais vous parler un peu des 7 principes ou comportements clés qui doivent guider votre parcours professionnel. Bon, dans une carrière, on prend des coups, hein, c'est pas toujours rose, le chemin est long, c'est pas un long fleuve tranquille, et il faut vous y préparer. Il faut vous y préparer parce que des fois ça va très très bien se passer et puis des fois ça se passe pas bien. Donc il y a des jours où ça se passe très bien et d'autres non. Donc c'est normal, c'est un parcours professionnel. Et ce qui est important, c'est la résilience. Alors la résilience, c'est quoi en physique, en mécanique? C'est la capacité qu'a un objet à reprendre sa forme. Et aussi, en économie, c'est la capacité à garder la trajectoire, hein, la croissance. Et bien pour vous aussi, c'est votre capacité à pouvoir garder la trajectoire d'une carrière. Malgré les échecs, en capitalisant sur les réussites, c'est votre capacité à pouvoir rebondir et à garder la même trajectoire professionnelle. Alors comment? Tout simplement en apprenant, comme je disais, de vos échecs, mais également de vos réussites. Et souvent, je dis, quand on réussit, on ne fait jamais l'exercice de comprendre pourquoi on a réussi. Parce que pourquoi? D'ailleurs, dans un conseil d'administration, si vous avez les bons résultats où vous arrivez, personne ne vous demande comment vous les avez faits, même si vous les avez faits. Vous prenez la vision 2010, on a tout fait le contraire de ce qu'il fallait faire dans le tourisme. Mais, comme la vision 2010, on a atteint les objectifs, à partir du moment où vous atteignez les objectifs, peu de gens vous demandent comment vous avez fait. Même les administrateurs. Alors ce qu'il faut, c'est aussi, pour avoir cette capacité de résilience, c'est que vous-même vous mettiez dans la peau des autres. Il y a quelque chose d'important, c'est l'empathie. Alors l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, quand quelqu'un vit une situation mal, dites, est-ce que je la vivrai de la même façon? Donc l'empathie, la persévérance,
et la patience. Et avec tout ça, il faut avoir une note de créativité. Sinon, vous ne construisez pas votre parcours. Parce qu'à chaque fois, il faut que vous-même vous renouvelez. Vous renouvelez, en fait, souvent, grâce à l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir développer un portefeuille de compétences. Alors, je parle de mon cas, de mon parcours, donc je reviens rapidement, mais juste pour vous dire comment je l'ai un peu construit. Donc au début, j'étais ingénieur, et je trouvais que, bon, j'ai toujours étonné pourquoi 300 ingénieurs travaillaient pendant 5 ans pour construire une voiture, et que quelqu'un choisissait la voiture sur la couleur ou sur un détail complètement farfelu. C'est ce qui m'a intéressé. C'est pourquoi donc j'ai plutôt opté pour faire du commercial. Donc j'ai commencé par une carrière de commercial. Alors souvent les ingénieurs n'aiment pas ça, ou ceux qui ont fait les grandes écoles, parce qu'ils n'aiment pas être challengés. Parce qu'il lui faut un bureau, c'est lui le penseur, c'est lui le maître à penser, c'est comme ça qu'il faut faire. Aller chercher des bons de commande, on n'est pas trop tenté, parce que bon, des fois on vous ferme la porte, des fois on vous jette. Moi je vendais des Fiat au démarrage, ils ne sont pas là, donc je peux le dire. Et les loueurs, quand on allait les voir, parce qu'il y avait eu quelques problèmes sur un produit, c'était donc voilà. Quand on commence comme ça, c'est le vrai business. C'est là où on apprend réellement. Donc choisissez quelque part où vous allez apprendre la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est pas, je m'excuse pour les profs, c'est pas un cas d'école, on vous le ramène. La société X a vendu 100 produits en 2000, elle prend une croissance de 10%, elle va vendre 120, 130. Croissance de 10%, ouais, sur le papier c'est parfait, mais pour faire les 10% là, il faut aller les faire sur le terrain. C'est toute la différence. Donc quand on vous dit qu'il faut restructurer une entreprise, alors il faut restructurer l'entreprise, il faut faire partir 100 personnes. Alors j'ai connu des personnes à qui je dis, bon, je vous donne une personne, faites-la partir. Et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, si vous choisissez votre premier job, vous avez un bon bagage, c'est bien, mais il faut voir la vraie vie. Hein. Donc, parce que c'est comment on fait un bon de commande, comment on se fait payer. C'est des problématiques quotidiennes, surtout aujourd'hui. Hein. Se faire payer au Maroc, il faut être champion, hein. Surtout par les temps qui courent. Donc voilà, je vous dis, ça c'est la vraie vie. Parce que si vous faites du chiffre d'affaires, vous n'êtes pas payé, vous n'avez rien fait. Voilà, donc je disais donc la résilience. Alors ensuite, l'adaptabilité. Alors, l'adaptabilité, c'est la capacité que vous aurez à vous adapter aux situations nouvelles, le monde change, et donc c'est ce qui est important. Ce qui est important aussi pour changer, c'est de comprendre les raisons du changement, parce que souvent on ne le comprend pas. D'ailleurs, ni l'entreprise ne le comprend, ni le salarié lui-même, souvent passe du temps plus à lui dire il faut changer, à conduire le changement. Donc ceux qui ont fait de la théorie de l'organisation, c'est pas la conduite du changement qui est importante, c'est de comprendre pourquoi il faut changer. Vous pouvez mettre les consultants que vous voulez, parce que ça, les consultants, ils facturent, hein, donc ils aiment bien la conduite du changement. Ils peuvent rester 3-5 ans dans l'entreprise à faire de la conduite du changement. Mais des fois, c'est très simple. Si vous dites à la personne réellement pourquoi elle doit changer, et si vous lui expliquez, elle change. Alors, pour l'adaptabilité, quels sont les critères clés? C'est d'abord votre capacité à adopter de nouvelles approches, à apprendre. Donc, c'est toujours apprendre à apprendre. Hein, donc, c'est l'ouverture de l'esprit. C'est la souplesse et non pas la rigidité. Et c'est la capacité aussi à négocier et accepter le compromis. Le troisième, donc résilience, adaptabilité. Troisièmement, c'est être capable de saisir les opportunités. Alors je disais, pour saisir les opportunités, il ne faut pas se lancer comme ça, saisir les opportunités. Il y a toujours la patience, peut-être la persévérance, mais il faut identifier les bonnes opportunités des mauvaises opportunités. Parce que quelque part, quand vous en prenez une, il faut la saisir. Donc moi, j'ai été, je disais, donc ingénieur, j'ai fait directeur commercial, et puis à un moment, on m'a proposé DRH dans le groupe. Donc du directeur commercial de Cosumar, DRH du groupe ONA. Donc c'était une opportunité pour moi, et bien sûr, c'est pas parce qu'on vous donne une opportunité qu'il faut être sûr aussi de pouvoir arriver à bon port, c'est-à-dire de réussir dans ce qu'on va vous offrir. Il m'est arrivé qu'on m'offre une promotion, donc j'étais directeur général adjoint, on m'a proposé d'être président. J'ai refusé. Non, mais ce que je vous dis est vérifiable, parce que j'ai ramené des collaboratrices. Donc ce que je vous dis, voilà, c'est que il faut savoir saisir la bonne, il faut savoir où on va, où on met les pieds. Est-ce que c'est durable?
est-ce que ce n'est pas durable? Donc voilà, des fois on peut vous donner une proposition et ça peut être juste quelque part, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un siège éjectable, mais bon, ça peut ne pas l'être, ça peut, mais voilà, mais il faut savoir, voilà, bien lire, avoir une bonne lecture des organisations et savoir quel est réellement ce que ça peut vous apporter, parce que vous aussi, vous devez y gagner. Il y a aussi l'intuition, hein, donc ça c'est des choses qu'on développe avec l'expérience, donc il faut avoir la bonne intuition et il faut être aussi surtout capable de mobiliser un réseau pour recueillir l'information. Parce que plus vous avez de l'information, plus vous êtes capable d'analyser, de synthétiser et de décider. Enfin, la capacité à communiquer. Alors la communication, c'est toujours avoir un message. Donc, parce qu'on dit oui, je communique, mais ça dépend. Il y a des gens qui vous disent tellement de choses que vous ne savez pas trop ce qu'ils veulent dire. Communiquer, c'est d'abord dans le temps, c'est pas beaucoup de choses. Hein. C'est très concis, c'est un message, une cible et un feedback. Parce qu'une fois que vous avez dit les choses, ça m'arrive, ça c'est un exercice qui arrive à tout le monde. Hein. Je veux dire, malgré les années, des fois je communique avec mes collaborateurs, mais je n'ai pas le temps de faire un feedback. Et donc je pense qu'ils ont compris, eux aussi peut-être pensent qu'ils ont... Mais vous voyez, il faut toujours prendre le temps, ça c'est une erreur qui arrive. Hein. Je veux dire, même quand on est un professionnel de la communication. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'aller chercher le feedback. Et le feedback, il faut l'avoir de façon constante. Donc, de prendre le temps d'avoir le feedback. Et c'est également ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être ouvert et d'avoir un bureau ouvert. C'est-à-dire que les gens puissent rentrer et que vous alliez les voir. Donc, on ne reste pas enfermé. C'est comme ça qu'on communique, c'est comme ça qu'on passe les messages clés. Et voilà, je veux dire, quelle que soit la compétence qu'on a, si on ne communique pas, on n'arrive pas à passer les bons messages. Et un grand patron de Chrysler dans les années 80, qui s'appelait Lee Iacocca, avait dit « J'ai passé 80% de mon temps à diriger, 20% à communiquer. Si c'était à refaire, je passerais 80% du temps à communiquer et 20% à diriger. » Parce que quand vous communiquez, vous n'avez pas besoin de diriger parce que tout le monde travaille dans le même sens. Vous avez passé le bon message à tout le monde et tout le monde travaille dans le même sens. Enfin, point 5, le réseau. Donc, je disais, dans un monde incertain, dans une économie en mouvement constamment, il faut avoir le bon réseau de banquiers, le bon réseau pour les recrutements, le bon réseau pour acheter. Donc vous voyez bien, donc, quand tout bouge, il faut savoir quelles sont les personnes que je peux appeler qui peuvent me donner les bonnes informations sur ce qui est aujourd'hui clé dans telle activité. Donc le financement, je parlais des achats, je parlais des recrutements. Donc on ne peut pas fonctionner sans réseau. Donc si vous restez réservé dans votre coin sans réseau, vous n'avancerez jamais. Bon, sauf si vous êtes, je ne vais pas être méchant, enfin même la poste, ça évolue. C'est-à-dire qu'on vous enferme dans un bureau, on vient vous rechercher à 60 ans pour vous dire c'est bon, vous êtes arrivé à la retraite. Alors, le réseau, il y a aussi... un réseau aussi, ça s'alimente, donc ça s'écoute. Hein, donc, vous n'êtes pas... Un réseau, vous donnez et vous recevez aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est le partage. Et c'est aussi la solidarité. Donc, quand les autres ont aussi besoin de vous. Enfin, avant-dernier point, c'est sortir sortir du cadre. Comme je dis, dans un monde incertain, il n'y a aucune certitude. Vous ne pouvez pas dire, oui, j'ai fait ça il y a 2 ans, ça a marché. Ou j'ai fait ça dans une autre entreprise, ça va remarcher. Non. Chaque cas, aujourd'hui, parce que le contexte a tellement changé, chaque cas est un cas spécifique et chaque cas nécessite, par contre, une bonne approche dans l'analyse, dans la conceptualisation, dans ce que je disais avant, dans la mise en œuvre, dans l'exercice de la communication. Donc ça, c'est des invariables et il faut les avoir de façon permanente. Et pour sortir du cadre, il n'y a pas mieux aussi que la veille économique, le benchmark. Regardez ce qui se fait dans d'autres secteurs, dans les mêmes problématiques. C'est pas parce qu'on vend de l'automobile qu'on benchmark pas le commercial des industries pharmaceutiques. C'est pas parce qu'on est dans l'industrie pharmaceutique qu'on benchmark pas le secteur bancaire. Donc on peut toujours apprendre de d'autres secteurs, d'autres entreprises et de d'autres compagnies, concurrentes ou pas. Enfin, le reste, dernier point, et le point le plus important, c'est la passion. Si vous faites les choses sans être passionné,
Si ce que vous faites ne vous plaît pas, il vaut mieux changer de boulot. Donc ne restez ici pas. Si vous faites quelque chose parce que vous êtes contraint, vous pouvez le temps de trouver un autre job, bien sûr. Ne jamais partir sans avoir un autre job. Mais si vous n'avez pas la patience, si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, surtout maintenant quand vous démarrez, vivez vos passions maintenant. Voilà. Merci, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je vous en prie. S'il y a des questions? Oui, je vais juste... Je tiens à vous remercier, Monsieur Marouane, pour votre intervention riche et très bénéfique pour nos étudiants. Et vous avez parlé de plusieurs volets, en commençant par votre parcours depuis la maternelle jusqu'au diplôme d'université. Également, vous avez parlé de votre carrière professionnelle et vous avez également adressé des messages très importants, des messages clés pour nos étudiants, en passant de conseils précieux lors de rencontres avec des RH lors d'entretiens, bien sûr, et en arrivant aux compétences qu'il faut avoir, les soft skills, les compétences qu'il faut avoir et qu'il faut développer pour réussir son parcours professionnel. Monsieur Marouane, vous avez parlé de saisir les bonnes opportunités. Je vais prendre votre conseil, je vais saisir cette opportunité pour parler d'un programme justement qu'on va mettre en place à l'université. Je lance justement l'information à tous les étudiants, à toutes les personnes qui sont concernées. C'est un programme de lauréate dans le cadre global du réseau lauréate pour faire l'évaluation des compétences de nos étudiants, de nos futurs diplômés, donc pour vous, les étudiants. Vous avez parlé, M. Marouane, de construire votre image personnelle en vous adressant aux étudiants, donc les efforts investis pour que les étudiants construisent leur image de marque et comment se présenter lors d'un entretien. Alors, pour tous les efforts que l'université déploie et investit dans ce sens, nous allons mettre en place ce programme pour nos étudiants qui seront volontaires pour faire cette étude, pour vous aider à identifier justement votre image, votre profil de compétences dont vous avez parlé, tels que la pensée critique, l'esprit d'analyse, l'adaptabilité, cet esprit de motiver les équipes, donc le leadership, le travail en équipe, la bonne communication, l'interculturalité. Donc tout cela, ce sont des compétences qui ont été identifiées par le réseau lauréate et on va démarrer notre projet pilote très très bientôt. Donc pour vous les étudiants, vous allez recevoir un appel pour participation dans les jours qui viennent. Alors merci Monsieur Marouane et si vous permettez, on prendra quelques questions de la part des étudiants. Merci. Bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier pour les bons conseils que vous nous avez prodigués. Je me présente Alaoui Hafsa en 3e année de droit des affaires et ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Maroc, les entreprises ne font pas confiance à leur capital humain marocain et qu'à contrario, elles préfèrent engager des diplômés étrangers? Merci. Je pense que si on remettait la question juste dans un cadre précis, c'est qu'aujourd'hui, là où il y a la rupture, elle est au niveau de l'université réellement marocaine. Parce que les entreprises, en fait, recrutent peu d'étrangers. Déjà, il y a le Code du travail qui ne permet de faire travailler un étranger que sous certaines conditions, et ça doit être vraiment, je veux dire, justifié, argumenté et motivé. Alors, l'université, pourquoi l'université marocaine a échoué? C'est surtout ça. L'université marocaine a échoué parce que, tout simplement, comme on a eu forcément une élite qui a étudié en France,
et que nous sommes, enfin que c'était était revenu. Moi, je faisais pas partie à l'époque. Mais en tout cas, on a pris l'université et en fait, on l'a dépouillée de ce qu'elle avait de bien, comme ce qu'on a fait en France. On a sorti les écoles de commerce, on a sorti les écoles d'ingénieurs de l'université et on a laissé en fait souvent la faculté des lettres. Bon, au Maroc, ils ont quand même fait attention, ils ont mis la faculté de médecine, donc voilà, et dentaire, pharmacie, qui ont. Mais sinon, on a dépourvu l'université de ses facultés. Et en gardant uniquement, c'est clair, je veux dire, uniquement la fac des lettres, bah, effectivement, c'était pas la meilleure façon de nouer une relation avec l'entreprise. Et donc aujourd'hui, les entreprises recrutent, mais recrutent d'abord, c'est vrai, la préférence va d'abord vers les jeunes, les Marocains qui ont eu des diplômes étrangers, donc d'écoles étrangères, et ensuite c'est les écoles marocaines, donc les écoles marocaines qui sont très bien recherchées, l'ISCAE et d'autres, également, donc les écoles privées, et ensuite on va vers l'université. Le problème, c'est que c'est effectivement, donc vous devez le remarquer d'ailleurs, maintenant les universités marocaines ont compris s'ils sont mises, mais avant, sur les soft skills, sur le fait de recevoir des gens, l'entreprise, d'organiser des journées d'information, des réunions, de pousser les élèves à faire des stages, et la capacité à les encadrer, à les coacher n'était pas là. Ce qui fait qu'au recrutement, l'entreprise marocaine, effectivement, se dirige plus vers les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Bonjour, Monsieur Tarafa. Comme l'a déjà dit Madame le Recteur, on souhaite déjà vous remercier de votre présence ici et de toute votre expérience que vous pouvez partager avec nous étudiants. Donc je me présente, Boulkhaïd Majd, étudiant en ingénierie, en génie mécanique. Donc ma question est la suivante. Étant donné notre formation d'ingénieur, est-ce que vous nous conseillerez, après obtention de diplôme, de se diriger plus vers une formation spécialisée dans l'ingénierie ou une formation plus managériale, de la gestion, du commerce, etc. Merci. C'est très difficile de le faire parce que je n'ai pas la réponse. C'est vous qui avez la réponse. C'est en fonction de votre personnalité. Vous avez envie de faire quoi réellement? Si vous aimez, je veux dire, l'ingénierie, que vous voulez faire de la recherche, ça c'est un profil, je veux dire, si c'est votre profil de personnalité match très très bien et c'est ce que vous avez envie de faire de la recherche, vous continuez dans la recherche et vous faites une thèse et vous devenez chercheur. Bon là au Maroc, vous n'aurez pas beaucoup de possibilités, donc je vous le dis. Par contre, sur le marché du travail, je peux vous dire là où vous allez, qu'est-ce que vous faites. L'autre chose, c'est vous orienter vers de l'ingénierie, disons technique de production. C'est des fonctions, vous allez vous orienter sur une fonction donc méthode, production au niveau donc de l'usine, ou vous allez plutôt aller chercher un profil de technico-commercial ou finance, et là vous aurez besoin de formations complémentaires, managériales, finance. Mais ça c'est en fonction surtout de ce que vous sentez vous, là où vous pensez d'abord être le meilleur, c'est surtout ça. Bon, souvent on corrige ça par ce qu'on peut se mettre dans la poche. Donc, D'accord. Mais en fait, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le secteur de la recherche et du développement au Maroc n'est pas forcément très développé. Et du coup, est-ce que c'est viable de pousser sa formation dans la spécialisation ou non? Une question importante. Moi, comme je m'occupe de recherche et développement là, assez jeune, effectivement, on ne fait pas beaucoup de recherche et développement au Maroc. Ça, je n'ai rien à cacher. Qui ont fait, il y a quelques entreprises, je pense que, bon, et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a deux entreprises, si vous voulez réellement. Il y a Managem, qui elle le fait depuis très longtemps, mais c'est plus de la métallurgie. Et vous avez l'OCP, mais l'OCP c'est plutôt de la chimie. Et vous avez le centre qui a été créé à Rabat, à Masser, donc où il y a de la recherche, disons, appliquée. Vous pouvez par contre essayer à continuer vos études et à le faire dans un secteur pointu, mais vous orienter dans ces cas-là sur des sujets spécifiques
qui peuvent intéresser demain le Maroc, parce que bon, il y a l'aéronautique aujourd'hui, il y a également l'électronique et il y a l'automobile. Donc qui peuvent être, je veux dire, ce sont 3 domaines sur lesquels je pense qu'il y aura un avenir au Maroc. Mais le plus simple, c'est ce que je dis souvent à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Sid Daoudi, d'ailleurs comme à Moulay Ahmed, si demain on ramène un centre de recherche au Maroc, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que pour développer la recherche et développement, ben souvent vous allez vous ramener un centre de recherche et développement, vous l'installez au Maroc et c'est comme ça que les gens sont recrutés, c'est comme ça que vous développez la R&D dans un pays. Merci, M. Marwan. On prendra une dernière question. Bonjour Monsieur Marwan, merci beaucoup pour d'être venu ici pour partager avec nous tout ça. Bon, je suis Souhail, étudiant en première année master marketing et communication. Et en fait j'ai 2 questions. La première, c'était, on a toujours entendu parler que il y avait des personnes qui se sont fait virer de leur poste parce qu'ils ont posté des photos sur leur profil Facebook, qu'ils ont été en soirée alors qu'ils ont déclaré qu'ils étaient malades. Ou des personnes qui ne se font pas recruter parce que le recruteur a tapé leur nom sur Google, quelque chose comme ça, et il a trouvé des choses qui ne le plaît pas. Alors, je voulais vous poser cette question à propos de la réputation digitale. Est-ce que ça compte beaucoup dans le recrutement? Et la deuxième question est, comment vous voyez la relation entre l'entrepreneuriat et le leadership? Merci. Alors, première question, oui, si vous mettez des photos compromettantes sur Facebook, bon, forcément les gens font attention à ça et ça a un impact, bon, sachant qu'on est quand même dans un pays relativement conservateur et bien entendu ça a un impact. Ça faut faire attention à ce que vous mettez sur Facebook. Hein, donc, et logiquement, en bon communicant, vous devez y mettre l'image que vous voulez. Bon. Par contre, je vois mal des gens sur Facebook montrer qu'ils étaient studieux à l'école, qu'ils font un stage avec la ponctualité. Bon, on met d'autres photos malheureusement. Bon, mais ça peut être intéressant de mettre quelques petites photos dans ce sens. Non, mais il faut faire attention à ce que vous mettez dans Facebook, parce qu'effectivement, c'est une source. Deuxième question, leadership et entrepreneuriat. Alors leadership et entrepreneuriat, le seul point commun réel, c'est qu'on n'est ni leader ni entrepreneur. Alors, on a parlé souvent du fondateur d'Apple, Steve Jobs. Il a été entrepreneur pendant un moment de sa vie, il l'a plus été et il est redevenu. Mais c'était un mauvais manager. Voilà, donc... alors, le leadership, c'est quelque chose je pense qu'on a acquis peut-être très tôt, à l'école, en étant le chef de la bande, ensuite en étant le capitaine de l'équipe du foot. Le sport aide beaucoup à développer les compétences de leadership. Mais ce qui est important pour le leadership, pour moi, c'est la capacité à donner une direction. C'est important. Donc, c'est comme ça qu'on souvent s'oriente quand on est perdu sur celui qui semble être le mieux amené à nous orienter. Il y a le charisme qui est important, mais c'est aussi un parcours derrière. Hein. Donc, avec l'expérience, c'est le parcours derrière. Donc, je dirais c'est leadership. Donc, c'est la vision, le charisme, et également, bien entendu, ce que je disais, donc le parcours personnel et les compétences souvent humaines de la personne. On voudra bien d'un patron qui se met à notre place. Par contre, on ne reconnaîtra jamais le leadership d'un patron qui ne se met pas à notre place. Pour l'entrepreneuriat, l'entrepreneur a la vision, souvent, parce qu'il sait ce qu'il veut, où il veut aller. Mais peut-être qu'il est entrepreneur comme leadership à un moment donné. Donc vous avez des entrepreneurs qui créent une affaire, qui la lancent. Souvent, ce qu'ils n'arrivent pas, c'est soit à la développer, soit à la transmettre. Et c'est pour ça que l'esprit d'entrepreneuriat, c'est juste parce qu'au GES, on l'a lié aux startups, mais on peut être entrepreneur en travaillant dans une société.
On peut être entrepreneur en reprenant une société. Et donc, la vie d'entrepreneur, quelque part, demande. Pourquoi on ne peut pas y être tout le temps? Parce qu'on ne peut pas avoir, je pense, sur une cinquantaine d'années, la même motivation et la même force et le même engagement pendant ces 50 ans. Voilà, sauf si on s'entoure très très bien. Voilà. Voilà, juste pour terminer, donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Bon, j'espère que j'ai pu répondre un peu aux questions que vous posiez sur l'entretien d'embauche, sur le parcours professionnel. J'ai ramené également avec moi 3 collaboratrices, dont 2 qui s'occupent, bien entendu, qui sont DRH. Voilà, donc parce que souvent, à l'issue, enfin, au niveau de la faculté, dès qu'on arrête et je quitte, on me donne des CV. Mais je voulais vous dire que, d'abord, j'ai voulu qu'elles y assistent pour qu'elles puissent y consacrer une après-midi. Elles vont me dire encore du boulot, là. Non, si vous pouvez organiser une après-midi, je pense, avec quelques élèves, au moins pour qu'ils soient orientés sur ce qu'on a dit, sur plus en détail sur l'entretien d'embauche, sur le parcours, sur des questions qu'ils ont à poser. Et aussi, il est clair qu'en tant que SOMED, on sera les premiers à recruter au niveau de l'UIC. Voilà, merci. Je voudrais juste préciser, Monsieur Marouane, merci beaucoup. Je voudrais juste préciser que nous allons avoir très bientôt notre forum de emploi et stage, donc stage et carrière. Et bien sûr, vous avez toujours participé à ce forum. Et dans le cadre de l'organisation, nous avons toujours la préparation des étudiants par des personnes spécialisées du domaine, des coachs ou des professeurs, dans le sens de comment préparer son CV, sa lettre de motivation, son entretien avec un DRH. Et l'exercice se fait pendant le forum. Donc, bien sûr, nous allons organiser ces rencontres-là et nous comptons sur votre présence comme à l'accoutumée. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre présence.